Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous cette semaine. Moi, j'ai pris un peu l'air frais la semaine dernière. C'était quand même vachement sympa. Ça fait du bien dans cette période et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Philippe Lemagueresse. Tu me corriges si je dis mal ton nom de C'est famille. tout à fait correct. J'ai l'habitude qu'on en fasse autant avec le mien. Et qui est directeur général adjoint d'Opinionway. Et on va parler data, hybridation de la data. Vous connaissez sûrement tous Opinionway, mais je suis sûr que Philippe va nous rappeler brièvement ce qu'est ce nouvel rôle. Enfin, non, pas si nouveau, mais quand même institut d'études et d'opinion. Et surtout, ce qu'il fait sur l'hybridation de la data. En quelques mots, de ce que j'ai compris, moi, l'hybridation de la data, c'est le croisement entre des données quali-quanti d'études classiques et des données provenant du digital. Tu me corriges là encore si je dis des Oui, d'accord. Voilà, je passe la On parole. va effectivement préciser un peu tous ces éléments-là, mais sur le principe, c'est effectivement le type d'hybridation qu'on va proposer. Je me présente peut-être un peu. Ouais, bien sûr. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis directeur général adjoint d'Opinionway, qui est un institut indépendant de sondage d'opinion, mais aussi, et j'allais dire surtout, en termes de taille d'activité, d'études marketing. J'ai eu l'occasion de travailler dans différentes sociétés d'études type Nielsen, et donc d'être confronté à pas mal de types de données. Et puis j'ai aussi eu une expérience dans une start-up au temps du Web 1.0, où l'exploitation des données des utilisateurs était déjà une réalité. Et plus dans le cadre d'une formation que j'ai suivie, j'ai rédigé une thèse professionnelle sur ce sujet de la data. La data pharmacone, c'est-à-dire à la fois poison et remède pour la prise de décision marketing. Et ce qui m'a permis de prendre du recul sur ce sujet et de pouvoir mettre en perspective en fait tous les bénéfices qu'il y a à tirer de la data et notamment de son hybridation, mais aussi les limites à avoir en tête, les garde-fous à respecter de façon à exploiter dans de bonnes conditions les possibilités de cette hybridation. Alors, peut-être pour préciser encore quelques éléments à la fois sur le métier d'Opinionway et aussi sur ce qui nous a amené à nous intéresser à l'hybridation des données. En fait, le métier d'un institut, le pourquoi d'un institut, c'est aider nos clients, qui sont des grands annonceurs, des institutions, à réduire les risques quand ils ont une décision à prendre, les aider aussi à saisir les opportunités quand elles se présentent. Et puis, en particulier en marketing, c'est d'aider nos clients à identifier les sources de différenciation pertinentes aux yeux des publics. Et ces sources de différenciation pertinentes, elles créent de la valeur. C'est comme ça, c'est la base vraiment du marketing. C'est d'identifier ces poches de valeur. Alors, comment on fait ça? On fait ça à l'aide de données. Alors, c'est vrai que historiquement, tu as raison, Gabriel, c'est des données déclaratives, le cœur de métier d'Opinionway, et on transforme en fait ces données en connaissances clients et en identification d'insights, c'est-à-dire des points de tension chez les consommateurs notamment, et que on va aider les marques à résoudre pour créer justement cette valeur dont on parlait à l'instant. Et aujourd'hui, dans l'environnement qu'on connaît, on va dire, qui s'est quand même profondément modifié depuis une quinzaine d'années, si le mouvement est engagé depuis la révolution informatique des années 80, on a besoin en fait d'aller vers d'autres sources de données qui vont nous permettre de mieux remplir ou de continuer à remplir la mission que je viens de vous indiquer. Voilà, en quelques mots, à la fois pour me présenter l'Institut Opinionway et également contextualiser un peu le pourquoi de l'hybridation des données. Alors, si tu en es d'accord, Gabriel, ce que je te propose, c'est peut-être de faire un petit retour en arrière, justement, dans les années 80-90, pas pour, caricaturer les choses, mais peut-être faciliter
la compréhension des changements qui se sont opérés. C'est vrai que quand les changements sont graduels, on a un peu plus de mal à se rendre compte des mouvements de fond qui se produisent. Et de temps en temps, c'est intéressant de faire cet exercice. D'années 90, début des années 90, la donnée reste quelque chose de relativement rare. Aujourd'hui, on est passé à une donnée abondante, parce que tous les parcours sur le web, par exemple, tous les signaux qui sont émis par les consommateurs, les traces sont répertoriés. On va en plus s'orienter vers un développement de l'Internet des objets qui va avoir des applications, y compris dans le monde physique. Il suffit de regarder les magasins développés par Amazon pour se rendre compte que la vie physique est en train également de générer de plus en plus de données. Début des années 90, les données elles sont encore relativement coûteuses. Et par exemple, dans l'univers du marketing, les études qui sont menées, elles sont menées essentiellement pour des projets extrêmement lourds, extrêmement impactants. Par exemple, les lancements de nouveaux produits ou les lancements de nouvelles campagnes de communication. À l'époque, on est également dans des données qui sont très structurées. Les données Nielsen, par exemple, qui permettent de suivre les ventes dans les hypermarchés, ou les données issues d'enquêtes déclaratives, sont des données très propres, extrêmement structurées. Aujourd'hui, on a une explosion de données et qui vont, entre guillemets, un peu dans tous les sens et qui sont de moins en moins structurées. Plus en plus de textes, de sons, surtout avec le développement du vocal maintenant, d'images, de vidéos, d'émojis, etc., etc. Donc, on est dans des situations qui sont extrêmement différentes. Et si, avec le développement des infrastructures technologiques et des capacités de serveurs de stockage, tout ce qui est collecte, tout ce qui est stockage, tout ce qui est traitement ne pose pas forcément de soucis majeurs, même s'il y a encore beaucoup de questions à résoudre, hein, bien entendu, mais je dirais qu'il n'y a pas de problème capacitaire. L'enjeu aujourd'hui, avec ce data déluge, hein, comme disent certains, c'est la capacité de donner du sens à toutes ces datas. Et c'est le cas dès aujourd'hui, et je dirais que ce sera encore plus le cas dans quelques années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes ces questions techniques, technologiques, de développement de modèles, d'IA, etc., on voit bien qu'elles vont être de plus en plus disponibles sur étagère. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'intelligence artificielle sémantique, il y a beaucoup d'algorithmes de NLP qui sont sur étagère et qui servent de base, de briques, pour beaucoup d'acteurs, pour développer, ajuster, affiner, améliorer leur propre logique et leur propre algorithme d'exploitation de ces données textuelles. Donc, cette parenthèse pour dire quoi ? Pour dire que le vrai sujet, il est de donner du sens à ces données. Il y a quelques années, j'ai rédigé un article qui s'appelait, j'avais mis ce titre-là, « Passer du sans dessus-dessous au sens par-dessus tout ». Et merci. Et je t'entends pas bien, Gabriel. On peut le retrouver où, l'article ? C'est un article qui avait été publié dans Survey Magazine. D'accord. Je pourrais communiquer le lien. Et en fait, j'expliquais que face à ce date déluge, il y avait besoin de donner du sens, donc, et qu'à mon sens, les instituts, en particulier OpinionWay, avaient toutes les capacités et très bonnes cartes pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces données qui ne sont pas structurées, il faut avoir une capacité à les challenger. Qu'est-ce qu'elles veulent dire exactement ? C'est quoi les biais ? C'est quoi le niveau de qualité ? Comment on les a collectés ? Est-ce qu'il y a eu des changements historiques ? Et quand on voit comment, moi je le vois hein, dans la gestion de certains projets de data, ces réflexes-là,
ils sont inhérents à notre profession. C'est un peu une déformation professionnelle en quelque sorte de challenger la qualité de ces données, et c'est un atout considérable dans le data deluge. Ensuite, les données, si on les laisse comme ça, les unes à côté des autres, elles n'ont strictement aucune valeur. C'est la capacité à les mettre en perspective les unes par rapport aux autres qui apporte la valeur. Et c'est la capacité à avoir cette chaîne de transformation des data en informations d'abord, en les contextualisant, et puis en croisant ces informations, on a la possibilité d'améliorer notre connaissance client, notre connaissance marché, notre connaissance des cibles, et d'aller identifier ce dont je parlais tout à l'heure, ces fameux insights, dont le terme n'est pas toujours bien clair, donc je vais me permettre de le préciser. Ces insights, c'est quoi? C'est en fait c'est les points de tension qui existent chez les publics, les consommateurs, les électeurs, etc., et que la marque, l'annonceur de façon générale, va chercher à résoudre. Et en résolvant ces points de tension, il apporte de la valeur. Concrètement, ça veut dire quoi? Souvent, ces insights, ils s'expriment de la façon suivante. J'aimerais bien faire quelque chose, mais je ne peux pas. Il y a quelque chose qui m'en empêche. On appelle ça parfois aussi des irritants dans les parcours sur les sites web. C'est les points de douleur. Tout ça, c'est des termes qui sont autour de la même notion. Et justement, c'est un des intérêts de ces data, de pouvoir et de cette explosion de data et de ces traces, de ces signaux, c'est de pouvoir beaucoup plus interagir, d'être en capacité de rentrer en conversation avec ces consommateurs, de mieux comprendre leur situation pour apporter les meilleures réponses possibles. Alors, je disais les instituts, et on a pas mal d'atouts que je viens de préciser, mais ça nécessite aussi des montées en compétences, puisque ces données-là, elles sont particulières, elles sont pas celles que l'on a eu l'habitude de manipuler depuis de très longues décennies. Donc, il y a besoin d'une montée en compétences. C'est pour ça qu'on forme, par exemple, des data scientists, de façon à ce qu'ils puissent justement aller exploiter cette matière, aller organiser toute la chaîne de valeur de la donnée pour pouvoir nous, en particulier, en institut, nous concentrer sur le fait de donner du sens à cette matière. Et puis au-delà de la compréhension des données, il y a à exploiter la formidable tour d'observation que constitue un institut. Un institut comme OpinionWay, on fait plusieurs centaines, milliers d'études tous les ans, en France et de plus en plus à l'international. On a ouvert des filiales en Afrique notamment et en Europe de l'Est. Et en fait, toute cette matière, plutôt que de l'exploiter en silo, si vous commencez à l'exploiter de façon transversale, pour vous dire, non pas chercher les spécificités de chaque étude, mais les invariants que l'on retrouve d'une étude à l'autre, elle vous permet, cette analyse, de dresser le portrait des consommateurs et de comprendre tout le volet de la transformation que l'on vit aujourd'hui, qui n'est pas lié aux technologies. Bien sûr, la technologie a un rôle majeur aujourd'hui dans la transformation de notre monde. Mais est-ce que les individus des années 90 sont les mêmes que les individus des années 2020? Je ne pense pas. Est-ce que les attentes des années 90 et les attentes des années 2020? Je ne crois pas non plus. Et donc, si on n'est pas capable de mettre en perspective et de donner du sens aux attentes des consommateurs et de venir répondre à de la data, eh bien, on va manquer quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir tout à l'heure là-dessus. Pour moi, c'est un des écueils majeurs dans l'utilisation d'une data de façon mécanique. Non, aujourd'hui, on est en train de basculer d'un monde mécanique à un monde organique. C'est plus du tout la même chose. Ce que je trouvais intéressant là, c'est que tu disais qu'il y avait matière à agréger l'ensemble des études que vous faites. Tu parlais d'une centaine ou de quelques milliers d'études sur l'ensemble du monde
en une matière utile. Qu'est-ce qui en ressort de cette agrégation de vos études? Alors, un des éléments, il y a plusieurs éléments qui ressortent. S'il fallait que je caricature vraiment, mais très très fortement les choses, je dirais que on a un système de production qui est encore très tayloriste-fordiste. Évidemment, c'est en train de changer. C'est en train de s'adapter, notamment depuis une dizaine d'années. Et il y a des entreprises qui ont déjà basculé dans l'après, où, en gros, comme disait Henry Ford, il était d'accord pour produire des voitures de toutes les couleurs, à condition qu'elles soient noires. Bon. Donc là, je caricature évidemment un peu. De l'autre côté, on a des consommateurs qui, aujourd'hui, veulent de plus en plus de produits et de services même personnalisés. Des choses qui s'adaptent à eux. Et j'ai même envie de dire qu'ils s'adaptent à leur contexte du moment. C'est-à-dire qu'un même individu peut très bien avoir un besoin, prendre un exemple concret, imaginons qu'il a une transversale à faire entre Lille et Marseille, il va peut-être faire un arrêt, c'est ce que je lui recommanderais, et il va prendre un hôtel Formule 1 par exemple, d'accord, pour s'arrêter. Le même individu, s'il souhaite fêter, par exemple, les 15 ans de mariage avec sa femme, lui, il va plutôt aller regarder du côté d'un relais château. Et dans les deux cas, ce même individu nous dira, moi, j'ai eu un très bon rapport qualité-prix. Donc, vous voyez, ça, c'est le besoin d'adapter aux individus les offres, les services. Un autre élément qui joue beaucoup aujourd'hui, c'est cette focalisation sur le rapport qualité-prix. Au début des années 90, il y avait ce qu'on appelait les consommateurs malins. Ceux qui négociaient, ceux qui regardaient les prix, etc. La norme sociale n'était pas forcément très favorable pour ces individus. On les regardait un petit peu de travers, en disant, quand même, tu peux pas payer le vrai prix. Aujourd'hui, le consommateur malin, il est partout. Le challenge sur le prix, il est partout. Et pas que sur le prix, à nouveau, sur le rapport qualité-prix. Autre élément, on voit bien qu'on est en train de passer d'une économie de la propriété à une économie de l'usage. C'est un changement fondamental. C'est un changement fondamental. Et ce changement, il s'explique à la fois par un choix des consommateurs, parce qu'il y a des arbitrages à effectuer d'un point de vue financier. Il faut jamais oublier, dans la compréhension du consommateur, le rôle de la contrainte. Il n'est pas libre de tous ses choix, c'est pas vrai. Il y a une contrainte. Il y a des contraintes financières, les plus évidentes, mais il y a d'autres contraintes. Il y a des contraintes sociales, des contraintes de groupe, des contraintes individuelles, etc. Et c'est ça notre métier aussi, c'est d'apporter ces éclairages. Donc, par rapport à ces éléments-là, c'est vrai que ça a favorisé le développement de l'économie de l'usage. Et puis, il y a aussi un phénomène qui est apparu vraiment, je dirais, dans la dernière décennie. Évidemment, il est des racines, c'est le cas de le dire, plus profondes. Mais la sensibilité à l'environnement, elle est quand même montée très fortement au cours de la dernière décennie et elle a été accentuée par la crise de la Covid qui a été un catalyseur de ces réflexions-là. Et ça aussi, ça va favoriser l'économie de l'usage parce qu'on comprend bien que acheter une perceuse pour faire 4 trous dans sa vie, c'est peut-être beaucoup de ressources qui sont gaspillées. D'accord ? Et puis en plus, quand on est dans l'économie du partage, ça crée des liens. Et ne jamais oublier que l'être humain, c'est un être social, c'est un être de relation. Et donc, tout ce qui est interaction, c'est quelque chose que globalement les individus recherchent. Et on voit bien que si tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est échange est en train de se développer, et c'est même massivement développé, c'est pas du tout le fruit du hasard. C'est que les individus se sont saisis de ces possibilités offertes par la technologie pour répondre à des besoins profonds. C'est pour ça que ça marche. Et ensuite, c'est vrai que ces sociétés ont été capables aussi d'intégrer, de comprendre, parfois de découvrir comment le cerveau humain fonctionne. Ça aussi,
c'est des sources d'hybridation de données que l'on utilise. On pourra y revenir peut-être tout à l'heure. Ce qu'on appelle les données implicites. C'est finalement, aujourd'hui, on a à la fois la connaissance par les neurosciences cognitives de comment fonctionne le cerveau. En tout cas, on comprend mieux aujourd'hui comment fonctionne le cerveau. Parce que là, je pense qu'on tombe dans l'infiniment complexe, donc il faut rester humble. En tout cas, on y voit plus clair aujourd'hui qu'il y a 30 ans, c'est sûr. Tout ce savoir des neurosciences cognitives, il est en train d'arriver dans nos environnements et on commence à l'exploiter, par exemple, en ayant des dispositifs qui permettent d'évaluer les réactions des individus à des stimuli sous le seuil de conscience, c'est-à-dire avant 1,5 secondes, avant les 1500 millisecondes. Et notre cerveau, il est incroyablement puissant et économe, parce qu'on pourrait faire le bilan carbone de l'intelligence artificielle qui a battu Léo Sedol, le joueur de Go. Le bilan carbone, il est nettement plus positif pour l'humain. Il a consommé beaucoup moins de ressources. Et il est capable de faire beaucoup de calculs extrêmement vite, et donc de prendre une grosse partie de la décision sous le seuil de conscience. Donc pour nous, c'est important de comprendre aussi et d'aller hybrider ces données, nos données déclaratives habituelles, explicites, conscientes, avec ce type de mesures implicites ou également avec des mesures émotionnelles. Ou des mesures émotionnelles, je veux dire par là que aujourd'hui, il y a un certain nombre d'intelligences artificielles qui ont été développées, des intelligences artificielles évidemment spécifiques, il n'y a aucune intelligence artificielle universelle, on est à chaque fois dans un objet spécifique. Donc certaines intelligences artificielles ont été développées pour identifier, repérer les émotions des individus. D'accord? Être capable de repérer les 7 émotions de base, la joie, la surprise, le dégoût, la colère, etc. Et donc, ça, c'est des éléments, si vous voulez, si on demande à l'individu, parfois il va être capable de l'exprimer, mais c'est difficile. C'est pas qu'il soit de mauvaise foi ou qu'il a envie de donner de mauvaises réponses. C'est pas du tout le cas. Dans l'ensemble, quand vous répondez de façon honnête et positive. Simplement, vous n'en êtes pas toujours conscient, tout simplement. Et donc, vous voyez, cette hybridation de données, elle va nous permettre d'éclairer des éléments qui, sinon, restent dans l'ombre. Et pourquoi on a besoin d'aller plus loin aujourd'hui? Parce que on est dans un environnement qui est devenu plus complexe, qui est devenu plus incertain. Et quand je dis incertain, je pourrais presque dire inconnu, qui est capable d'affirmer avec certitude que la crise de la Covid sera terminée en septembre. Voilà. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser des questions, parce que ça aussi, ça challenge notre industrie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser des questions. Simplement, les éléments de réponse, c'est plus des approches par scénario, d'accord, et c'est plus des approches par détection des événements qui, s'ils se produisaient, seraient extrêmement impactants. Je donne juste un exemple, parce que là on sort un peu de notre sujet, mais je donne juste un exemple, Gabriel. Imaginons qu'une intelligence artificielle universelle puisse exister, qu'on passe le fameux point de singularité décrit par Kurzweil. D'accord? Bon, c'est très hypothétique. C'est pas moi qui le dis, c'est Aurélie Jean qui le dit. Est bien plus autorisé que moi à le dire. C'est très hypothétique. Mais imaginons que ça advienne. Tout le monde sait ce que c'est que le point de singularité? Alors, peut-être juste, j'en suis pas un spécialiste, mais ma compréhension, c'est le moment en fait où l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine. Donc, c'est une intelligence artificielle forte, généraliste, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui a battu le joueur de Go, si vous lui demandez de faire un café, elle sait pas faire, ou même de commander un taxi, d'accord? Donc, elle est monotâche. Mais dans certains annonces des intelligences artificielles généralistes,
et avec les capacités d'apprentissage, la possibilité de dépasser l'intelligence humaine. Oui, comme Her dans le film, comme l'IA de Her, pour ceux qui ont vu Her, où elle Par exemple. commence à discuter avec beaucoup plus de monde, à être Voilà. plus intelligente que son propriétaire et à Par mener exemple. plusieurs vies. Exactement. Et à être capable de gérer je sais plus combien d'amoureux en même temps. Ou même, on peut reprendre le génial cinéaste Stanley Kubrick et l'Odyssée de l'espace en 2001, Odyssée de l'espace, qui est extraordinaire et une finesse incroyable. Bref, je ferme la parenthèse, je suis un peu bavard. Mais en tout cas, dans cet environnement qui est devenu très complexe, incertain, volatile. Moi, j'aime bien utiliser le terme de l'acronyme anglais VUCA, qui désigne la volatilité, qui désigne l'incertitude, la complexité et également l'ambiguïté. Je vous encourage à aller réécouter le Premier ministre Édouard Philippe il y a un peu plus d'1 an, quand il a expliqué dans quelles conditions il pouvait prendre ses décisions. C'est éclairant. Je pourrais partager le lien vers la vidéo. C'est extrêmement significatif de cet environnement VUCA dans lequel on est déjà entré il y a quelques temps et que la crise de la Covid a renforcé. Et nous, notre métier, à l'aide justement de cette hybridation de données notamment, il est de construire un contre-VUCA. C'est-à-dire, il est d'aider nos clients à construire une vision, il est d'aider nos clients à améliorer leur understanding, leur compréhension, il est d'aider à nos clients à avoir plus de clarté, et il est également de contribuer à leur agilité. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, un peu un antidote à cet environnement VUCA. Alors, je sais pas, Gabriel, si tu veux que je poursuive un peu sur ces éléments-là. C'était passionnant, donc. Bon, alors merci. Alors. Et à la fin, je te proposerai qu'on fasse un livre sur tout ça, je pense. Parce que je pense que il clarifie plein de choses de façon un peu rapide et ça, pour le coup, tu avais des slides et c'est dommage que on peut peut-être voir comment on les télécharge ou comment on les partage, mais effectivement, on est tous des ignorants dans le monde de la data. Elle connaît réellement une explosion totale et je pense qu'on a besoin tous de se former, d'avoir les bons outils pour y voir clair et ton discours là-dessus est extrêmement clair. Donc, je te remercie et en plus, Gabriel, je vais te dire quelque chose. Je pense que les entreprises qui voudraient faire sans data vont juste sortir du jeu. Donc, on n'a pas vraiment le choix. On est obligé d'aller vers la data et la data devient un véritable actif. Et moi, j'aime pas trop la comparaison avec l'or noir pour plein de raisons, parce que déjà, la donnée, c'est un bien, qui est très particulier. Parce que l'or noir, le pétrole, une fois qu'il est utilisé, c'est terminé. Il revit pas. Alors que la donnée, c'est un bien, ce que les économistes appellent un bien non rival. C'est-à-dire que vous pouvez être plusieurs à utiliser, elle ne s'use pas. Elle ne s'use pas, surtout que maintenant, la donnée, elle a été numérisée et donc elle est stabilisée dans le temps. Et cette donnée, dans l'environnement que je décrivais à l'instant, elle devient indispensable. Elle devient indispensable pour dans l'environnement marketing, qui est l'environnement que je connais le mieux, mais je pense que ça se décline ailleurs. Elle est indispensable en fait pour au moins 3 raisons. La première, je viens de l'expliquer, c'est-à-dire que la donnée, c'est un ingrédient indispensable pour nourrir ce contre-VUCA que j'évoquais à l'instant. C'est ça qui va permettre d'alimenter la vision, la compréhension, qui peut apporter de la clarté, je dis pas qui apporte, qui peut apporter de la clarté, et qui va favoriser l'agilité des organisations.
sous certaines conditions. Peut-être on reviendra dessus tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est vraiment avec une casquette très marketing que je le dis, c'est un élément qui est indispensable pour créer de la différenciation marketing. Et en marketing, enfin c'est presque un pléonasme. Si en marketing vous créez pas de différenciation, vous faites pas du marketing. C'est la base, c'est le fondement. Et donc si vous faites pas ça, vous créez pas de valeur pour la marque. Donc on voit bien que là on est dans un problème vraiment de fond. Et la data en fait elle fait quoi? La data elle peut apporter la connaissance indispensable du client, parce que si vous voulez faire une Ford T noire, vous n'avez pas besoin de connaître le client, vous en fichez. Je caricature un peu, mais c'est pas très important. Mais si vous voulez faire le produit ou apporter le service qui correspond aux besoins du client, vous êtes obligé de le connaître, ce client. Et comment vous faites pour le connaître? Il faut bien avoir des données sur lui. Ensuite, si vous voulez apporter la bonne réponse, si vous voulez être pertinent, et aujourd'hui la pertinence, elle est indispensable, vous avez besoin de données. La pertinence, elle est indispensable. Pourquoi? Parce que ça sert à rien d'hurler, comme on a fait pendant des années. Vous n'arriverez jamais à être entendu. Il faut parler à la bonne personne, avec le bon ton, au bon moment, obtenir la pertinence, viser la pertinence. Et enfin, il y a un troisième élément, parce que le consommateur, il n'est pas passif aujourd'hui. Et heureusement d'ailleurs, parce que la valeur, elle ne se crée que quand il y a une interaction. Le consommateur aujourd'hui, il réclame de la transparence. Il ne se laisse plus compter des belles histoires par les marques. Il attend d'avoir des informations précises. Et si on lui dit que c'est fabriqué en France, il veut être sûr que c'est fabriqué en France, par exemple. Et comment vous allez pouvoir opposer des preuves tangibles à ce consommateur? À part la data, moi je vois pas. Mais à nouveau, ce ne sera pas une condition suffisante. Ce sera une condition nécessaire. Il y a plein d'éléments qu'il va falloir mettre en place. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, notamment ce qui tourne autour de la gouvernance. Puis il y a une troisième raison. Donc créer de la valeur marketing, peut-être parce que j'étais un peu long, c'est la connaissance indispensable sur le client, c'est la pertinence et c'est la transparence. Et la troisième raison, elle dépasse largement le marketing. C'est la capacité d'optimiser la performance de l'entreprise, l'excellence opérationnelle de l'entreprise grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle. Mais un algorithme d'intelligence artificielle, c'est un moteur. Et un moteur, il a besoin de carburant. Ou j'ai même envie de dire, c'est un cœur. Et un cœur, il a besoin de sang. D'accord? Et la data, je pense que l'analogie la plus juste, c'est le sang. La data, ça irrigue. Ça doit irriguer. Et si vous n'avez pas de data, pas d'intelligence artificielle, vous ne pouvez pas optimiser toutes les fonctions de l'entreprise. Vous ne pouvez pas lutter contre la fraude, vous ne pouvez pas optimiser vos achats, vous ne pouvez pas optimiser votre logistique, etc., etc. Voilà, à nouveau, je ne suis pas spécialiste de tous ces sujets-là, mais on voit bien qu'il y a un même modèle que celui qui a été appliqué au marketing. C'est la même logique. Ouais, alors moi j'ai envie de te challenger un peu parce que quand on l'entend, on a quand même l'impression de dire que c'est que pour les grands comptes qui peuvent se permettre de mettre en place ce type de solution. Et moi, en tant que patron d'une petite PME, j'ai effectivement beaucoup de data, mais j'arrive pas à bien la gérer et de façon intelligente et structurée. Et au final, je m'appuie beaucoup sur une forme d'intuition, sur un traitement hyper sommaire de la data pour voir ce qui marche, voir un peu moins ce qui marche pas et avancer comme ça à tâtons. Et on va dire plutôt de façon tactique que stratégique, quoi. Et c'est vrai que ce discours de la data, on l'entend beaucoup, mais une vraie capacité à le mettre en œuvre finement, et même y compris chez des grands comptes, parce que dans plein de grands comptes, j'ai vu des gens déployer des data warehouse, déployer des data analystes, dépenser beaucoup d'argent pour tout ça.
pour à la fin sortir des petits tableaux dont ils font pas grand-chose, qui ont coûté des fortunes et qui changent rien finalement à la gouvernance de l'entreprise. Donc, Et tout ce que tu dis on est est vrai. d'accord fondamentalement sur tout ce que tu dis. Je suis d'accord qu'il y a besoin d'insight, il y a besoin de comprendre le monde, qu'il y a VUCA et qu'il faut du contre-VUCA, etc. Mais au-delà des mots, au-delà de l'intention, quelles sont les réalités de ces mises en œuvre, avec des exemples concrets peut-être de structures, de sociétés qui ont réussi à réellement passer dans un monde de contre-VUCA, quoi. Alors, il y a plusieurs choses par rapport Je à vois ce que tu d'ailleurs viens. que dans le chat Il y a des questions là-dessus. que j'ai touché un point parce que il y a Valérie qui dit je suis OK, comment rendre l'exploitation de la data transversale, trop de data tue la data, je m'appuie sur la veille projective, etc., etc. Alors, quelques remarques et effectivement, ce sera intéressant de montrer des exemples chez nous qu'on a utilisés pour mieux exploiter la donnée. Voilà. Donc moi, je prétends pas avoir les recettes universelles, mais je vais partager des retours d'expérience que l'on a eu avec nos clients. Mais pas juste par rapport à ce que tu viens de dire. À nouveau, moi, je crois pas à la donnée qui prend la décision. Peut-être des décisions tactiques mineures, etc. Peut-être, mais pour moi, c'est un accompagnement, une aide à la prise de décision. Ensuite, comme on l'expliquait tout à l'heure, cette explosion de la data, elle date pas non plus d'il y a 30 ans. C'est encore relativement nouveau. C'est une petite dizaine d'années et c'est normal. Les organisations, elles cherchent un peu comment s'approprier cette matière-là. Et c'est pas, il faut accepter aussi de tâtonner. Il faut accepter de tester, de chercher la bonne approche pour son organisation, pour traiter tel ou tel sujet. Et à nouveau, comme partout d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'il faut éviter de faire les choses de façon mécanique. Il faut essayer de comprendre la situation, identifier des sujets intéressants, pertinents pour l'organisation, et commencer au fur et à mesure pratiquer pour se rendre compte des bénéfices et aussi des limites. Voilà. Moi, c'est la stratégie que j'ai mis en place chez OpinionWay, puisque ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je m'occupe d'un hub que j'ai créé et qui est dédié en fait à l'hybridation des données déclaratives avec d'autres sources de données. Et on apprend tous les jours. Et c'est pas d'un claquement de doigts. On a eu des déconvenus et on a eu aussi des réussites. Et je vais donner des exemples concrets de choses et qui ne sont pas toujours, comment dire, il faut pas vouloir sortir un marteau-pilon ou utiliser un marteau-pilon pour écraser une mouche. Je vous donne un exemple très simple. La France est un des pays les plus avancés en matière d'open data. D'accord ? Donc il y a beaucoup d'open data disponibles parce que on a l'INSEE par exemple qui produit beaucoup de choses et qui rend de plus en plus de données disponibles. On a conduit une enquête sur l'image de la justice auprès des Français. D'accord ? Et on a associé à chaque répondant, dont on connaît l'adresse de son foyer, une mesure de la distance entre ce foyer et le premier tribunal de grande instance. D'accord ? Le tribunal de grande instance le plus proche du foyer du répondant. Et on s'est rendu compte que ça avait un impact sur l'image et que, en quelque sorte, plus on était loin d'un tribunal de grande instance, plus on était loin également de la justice. Au point que ceux qui avaient renoncé à déposer des plaintes étaient plus nombreux parmi ceux qui étaient éloignés, les plus éloignés d'un tribunal de grande instance. Et vous voyez, ça, c'est honnêtement d'un point de vue data, c'est pas dingue, mais ça apporte déjà un éclairage extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, avec la capacité d'activation digitale qui est la nôtre, si vous êtes capable d'identifier des zones géographiques, vous êtes capable d'agir beaucoup plus efficacement sur ces zones, par exemple,
pour des actions d'image ou des actions commerciales spécifiques sur telle ou telle zone. Et aujourd'hui, ça, c'est des possibilités qui sont offertes par la data. Donc, vous voyez, c'est très simple, très concret, très précis. Autre exemple relativement simple, on a la possibilité, quand on va interroger des clients qui font partie d'une base de données clients d'un retailer, par exemple, on a la possibilité de les interroger pour leur demander un certain nombre d'opinions, d'attitudes, et on a la possibilité d'ajouter à ces données déclaratives des données comportementales granulaires très précises, puisque votre CRM, il vous explique comment le chiffre d'affaires se construit, la fréquence, les montants, le nombre de paniers, etc., avec une précision, une granularité de dingue qu'on n'aura jamais en déclaratif. En revanche, ça ne vous dit pas pourquoi. Pourquoi il vient chez vous? Qu'est-ce qu'il fait ailleurs? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Et si vous faites ces deux opérations de façon disjointe, vous allez obtenir de la valeur, bien sûr. Mais vous n'obtiendrez pas autant de valeur que si vous hybridez nativement ces deux sources de données. En fait, la valeur de l'hybridation est plus forte. C'est un produit, j'ai envie de dire, c'est une multiplication entre ces deux sources de données. D'accord? Maintenant, on me parle de data déluge, de trop de données. Il ne s'agit pas d'aller prendre toutes les données du CRM. Il s'agit d'avoir du discernement et de se dire, d'émettre des hypothèses en se disant, ah, quand même, cette information-là, je pense qu'elle est intéressante. Cette information-là, elle est clairement indispensable. Et puis, peut-être qu'on peut avoir 2 ou 3 intuitions parce qu'on a écouté le consommateur, parce qu'on a lu des études transversales, etc. En disant, tiens, il y a peut-être 2 ou 3 autres items ou 2 ou 3 autres variables qui seraient intéressantes à intégrer. Et à ce moment-là, on va travailler là-dessus. Mais la question, elle est surtout pas, et ça c'est un des écueils, il faut pas vouloir tout mettre dans le même panier. Mais dans les instituts, on sait très bien. On a l'habitude de faire des typologies, par exemple. On sait très bien que si on met trop de variables, on n'arrive pas à faire une bonne typologie. En fait, il faut mettre les bons ingrédients. Alors, là, c'est intéressant ce que tu décris là, parce que je pense que ça, c'est comme tout, on a l'impression aujourd'hui avec les IA, mais avec le marketing automation, et je prends l'exemple du marketing automation que je connais bien, que la machine va faire le job à la place. Et ce que tu dis, c'est que la data, il y a beaucoup plus de data et il faut quand même aller faire un vrai travail intellectuel de réflexion, d'émission d'hypothèses, etc. avant de pouvoir exploiter cette data. Et je pense que c'est cette culture de d'émission d'hypothèses, je sais pas si c'est le bon mot, et d'aller faire ces inférences et se dire tiens, est-ce que ça ferait pas ça, etc. qui nous manque cruellement. Et ça, les data analystes ne m'ont pas l'air d'être formés pour ça. Ils sont formés pour aller faire du traitement. C'est des techniciens, de mon point de vue, et c'est pas des stratèges. Et de ce que j'entends, c'est qu'on a besoin de stratèges, quoi. Exactement. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir une utilisation mécanique de la donnée. Ça n'a aucun sens. L'intelligence artificielle, c'est plutôt une intelligence augmentée. Elle permet d'augmenter l'intelligence humaine. Elle peut permettre, grâce à ses grandes capacités de traitement, d'aller identifier des corrélations, par exemple. En disant, tiens, j'aurais pas pensé à ça. Donc, elle va ouvrir les chakras de l'analyste, d'accord? C'est lui qui va donner du sens. Et ça va l'alimenter pour peut-être élargir le champ qu'il va investiguer, élargir le champ des hypothèses qu'il va formuler. Et donc ça, c'est une première aide. Et puis on va avoir une deuxième aide parce que les traitements qui sont proposés aujourd'hui par l'intelligence artificielle permettent quand même de traiter une quantité de volume qui est impensable. Je vous donne un exemple concret. OpinionWay a traité les retours du volet consultation en ligne du grand débat national. D'accord ? Et pratiquement 1 million de contributions.
parfois les contributions sont très courtes, mais parfois il y a des personnes qui sont vraiment exprimées très largement. Eh bien, cette matière-là, c'est impossible de l'exploiter d'un point de vue humain. C'est impossible. En revanche, avec l'aide de la machine et la création de boucles itératives d'exploitation de cette matière-là, on arrive à en tirer à la fois les enseignements majeurs et également à aller repérer des signaux qui sont un peu plus sourds, qu'on entend un peu moins fort, mais qui peuvent se révéler à terme ou qui peuvent aider à préparer justement demain. Hein, parce que c'est notre métier. Hein. Nous, c'est notre métier, c'est comprendre aujourd'hui, c'est faciliter l'action et c'est anticiper, préparer, imaginer ce que demain pourrait être, même si on sait, comme je l'ai précisé tout à l'heure, que c'est un exercice difficile et qu'il faut savoir bien le cadrer. Ça, ce sont des exemples. Moi, j'ai envie de te faire revenir sur la partie d'émission d'hypothèses, en fait. Parce que finalement, moi, c'est celle qui m'intéresse le plus. Je trouve que toute la partie traitement, on a conscience qu'on peut traiter plein de choses, que les IA font plein de choses, qu'on peut traiter même aujourd'hui du langage, etc. Quelles sont les bonnes pratiques pour se mettre dans une démarche de génération d'hypothèses à faire tester d'abord? Parce que moi, je pense que le goulot d'étranglement de ce que tu décris, là, tu prenais l'exemple des tribunaux de grande instance et de la distance au tribunal de grande instance. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as cet effet eureka, tu te dis, tiens, je vais tester ça, est-ce que ça marche? Parce que effectivement, c'est pas sorcier, c'est de la data dont on disposait depuis plusieurs années. Il n'y avait pas besoin d'attendre le big data, etc. pour tester ça. Quelle démarche on doit mettre en place, tout un chacun, les patrons d'entreprise, les responsables de projet, etc., pour avoir cette culture-là. Et après, on fait faire ou on fait. Mais je pense que le vrai problème, il est quand même là-dessus, quoi. Est-ce que vous avez des démarches d'ateliers collaboratifs? Enfin, quelles sont les mécaniques pour se mettre dans cet état d'esprit-là? Alors, déjà, je pense que c'est vraiment une excellente question, vraiment. Deux choses. Un, historiquement, le métier d'un institut, c'est de tester des hypothèses. Il y a cet ADN c'est market research. Donc, il y a cette notion d'émission d'hypothèses et de validation ou de rejet de ces hypothèses avec un certain nombre de tests statistiques, etc., et des protocoles qui sont très cadrés pour justement permettre d'avoir une vraie connaissance et une connaissance qui se rapproche d'une connaissance scientifique. Mais ça, pour ça, il faut qu'il y ait un client qui vous dise « je veux tester cette hypothèse ». Bien sûr, bien sûr. Ça, donc l'émission de l'hypothèse, elle n'est pas chez vous, vous exécutez, et c'est le client qui émet l'hypothèse. Ça peut être le client et ça peut être aussi un travail collaboratif, parce que justement, ça c'était la situation que tu décris, c'était la situation historique en institut. Aujourd'hui, la relation elle est beaucoup plus horizontale et les échanges se font de façon beaucoup plus de part et d'autre, d'accord? Mais le point que tu soulèves, il est très important et il nécessite justement une adaptation des approches. Et c'est ce qu'on a fait chez OpinionWay, et des mix de protocoles. Je vais te donner l'exemple qu'on a conduit avec la prévention routière. La prévention routière, il y a plus de 3000 morts par an, une trentaine de milliers de personnes qui sont handicapées ou qui ont vraiment des conséquences extrêmement lourdes suite à des accidents. C'est un carnage à tout point de vue. Donc, essayer de mieux comprendre les sources de l'accidentologie, c'est vraiment agir pour le bien commun. Pour comprendre ça, on a mis en place le dispositif suivant. On a construit une communauté d'individus au sein de notre panel, qui avait l'habitude de ce fait de répondre à des questionnaires déclaratifs. Voilà. Et on leur a demandé de télécharger une application mobile qui a été développée par notre partenaire technologique qui s'appelle Inetum. On a équipé ces personnes avec cette application mobile, ce qui fait que maintenant,
on peut suivre les trajets automobiles, pas pour savoir qu'ils vont du point A au point B spécifique et être intrusifs, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ils se déplacent. Chaque trajet est horodaté, géolocalisé. On l'a enrichi en open data. On sait si c'est en ville, sur un chemin vicinal, sur autoroute. On sait s'il pleut, il neige, etc. Donc on a une très grande masse d'informations. La prévention routière va nous soumettre, va nous dire, ben voilà, on voudrait comprendre ce qui se passe le vendredi soir et le samedi soir, qui sont des périodes plus accidentogènes que le reste de la semaine. On va les regarder dans les datas granulaires, puisqu'on a plusieurs millions de kilomètres, et on va les regarder la structure de consommation de la route, entre guillemets, le vendredi soir et le samedi soir par rapport aux autres jours de la semaine. Et là, on constate qu'il y a moins d'autoroutes. Le recours à l'autoroute est moindre. D'accord ? Une petite hypothèse, le vendredi soir, le samedi soir, on sort, on veut peut-être éviter les contrôles policiers, et donc on va moins sur l'autoroute. Et on va sur des petites routes. Le problème des petites routes, c'est qu'il n'y a pas de séparation centrale, elles sont moins bien éclairées, peut-être un peu moins bien entretenues, etc., etc. Donc, on est en train d'augmenter les risques d'accident. Là-dessus, on peut se retrouver aussi avec un véhicule, peut-être son deuxième véhicule, plutôt que le premier, parce qu'on n'a pas envie de rayer le beau gros véhicule de la famille. Donc, on va prendre le plus petit. Et donc, vous voyez que par une chaîne, on est en train d'augmenter le risque d'accident. Et pour émettre ces hypothèses et les tester, on a organisé un retour avec les participants. C'est-à-dire que quand on constate un certain nombre de données dans les chiffres, les datas de circulation, on va partager avec la prévention routière, Assurance Prévention qui travaille aussi là-dessus, et on va dialoguer avec les participants de cette communauté de façon à avoir le retour de l'utilisateur en quelque sorte et rentrer dans une zone de dialogue et des boucles itératives d'hypothèses qu'on va tester de cette façon. Et ça, c'est un protocole qui est extrêmement intéressant, qui est itératif, et on va alterner de l'interrogation déclarative, qualitative, comme on dit dans notre métier, c'est-à-dire interroger quelques personnes en entretien ou dans des focus group, ou à l'aide d'enquêtes quantitatives où on va interroger plusieurs centaines d'individus. Et là, vous voyez, dans cette communauté-là, les personnes qui participent, c'est des personnes qui ont un profil un peu particulier. Par exemple, c'est des personnes qui roulent plus que la moyenne des Français. C'est un peu logique. Mais c'est pas ça qu'on cherche. On cherche pas la représentativité, là. On cherche à comprendre. On cherche la compréhension. Et quand on a identifié un phénomène, on va passer à une mesure, cette fois-ci, cadrée, à l'intérieur d'un omnibus, qui est un échantillon représentatif des Français. On a 1000 personnes et on va pouvoir bien poser le diagnostic, le comportement, l'attitude, l'opinion qu'on aura identifié au travers de cette communauté. Donc tu vois un petit peu la mécanique. C'est assez proche de ce qu'on fait habituellement dans les instituts, mais il y a ce petit pas de côté, il y a l'utilisation de la techno, des objets connectés, pour avoir beaucoup plus de données granulaires, et il y a la combinaison des différents moyens et donc l'insight à la fin, c'est quoi? Donc, l'insight, alors ça c'est une piste on n'a pas été jusqu'au bout, elle n'a pas été publiée, contrairement à d'autres enquêtes qu'on a publiées sur, par exemple, l'impact, c'est l'étude qu'on vient de publier là récemment, c'est l'effet des pistes cyclables sur les automobilistes. Et là, on a constaté par exemple là que le fait d'avoir des voies dédiées et repérables par l'automobiliste, mécaniquement, fait que l'automobiliste roule moins vite sur les tronçons qui sont équipés d'une voie cyclable par rapport
à d'autres voies de même nature qui ne sont pas équipées de voies cyclables. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a identifié au travers du protocole que j'évoquais à l'instant. Et il y a un moment donné, eh bien, on a été interrogé également les Français par rapport à ce type de pratique et de comportement ou d'opinion. Voilà. Donc c'est vraiment cette mécanique qui est très itérative et au lieu d'être dans des dispositifs qui sont linéaires, qui ont un début, qui ont une fin, on rentre au contraire dans des boucles où on apprend progressivement et où on va utiliser tout un set d'outils, d'approches méthodologiques que l'on maîtrise déjà depuis longtemps, mais qu'on va combiner différemment. Ce qu'on est en train de faire, c'est ce que Waze a fait il y a quelques années. Waze, il a rien inventé. Il a été utilisé des technologies sur étagère, le GPS, le réseau social, etc., et les a combinés pour créer quelque chose d'unique. On est dans ce monde-là. Et donc, par rapport aux questions qui étaient posées sur comment on fait, etc., voilà. Moi, j'ai pas la réponse et c'est pas tout à fait mon métier de dire ce qui est fait ailleurs, etc. Mais en revanche, voilà comment on a abordé cette problématique dans notre environnement. Et une des conséquences de ça, c'est l'hybridation des données, dont j'ai parlé à quelques reprises dans les exemples que j'ai donnés aujourd'hui. En tout cas, voilà le cheminement dans notre industrie. Bah, c'était passionnant, Philippe. Je suis sûr qu'on aurait pu faire 2 heures de plus tranquille, parce qu'on a abordé un pouillème des sujets qu'on aurait pu aborder. Moi, je veux conclure en t'invitant à faire un livre comme celui-ci ensemble. Ouais. 332 pages, écoute, beaucoup de visuels, des histoires sur de la data aujourd'hui. Bon, écoute, je prends le point. Et une démarche méthodologique aussi, il faut mettre en place dedans. Non pas pour savoir comment traiter la donnée, parce que ça, je pense que c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est de se mettre dans cette situation d'avoir des hypothèses à tester. Et pour ça, moi, je suis convaincu que les méthodes qu'on utilise dans Acquisition Strategy Design, mais ça devient une vraie collection. On a 4 livres en cours de cette démarche-là, autour de l'expérience client, autour des processus de vente, autour du marketing RH. Moi, j'ai envie qu'on en fasse avec toi et Opinionway sur la data, et avec une démarche méthodo pour se mettre dans cette situation d'avoir des hypothèses à tester. Parce que ça sert à rien, et c'est ce que j'ai compris là, parce que j'avais peut-être conscience, mais que tu l'as clairement dit, ça sert à rien d'avoir de la data si on n'a pas d'hypothèse. Et qu'on n'est pas dans ce travail d'émission systématique d'hypothèses, de recherche d'inférences. Mais ça, personne n'en parle. On en a parlé ce matin. Non, mais c'est encore, là, je te tirais des verres du nez et je pense qu'il faut aller plus loin sur donner une méthode de génération d'hypothèses. Et donc, moi, je pense que sous forme d'ateliers co-créatifs, avec l'utilisation de Canva, avec une démarche, etc., avec la mise en place d'une cartographie des sources de données, etc. Donc ça, vraiment, si tu veux, on en reparle pour essayer de construire un livre là-dessus, avec plaisir, et faire bosser du monde, parce que c'est beaucoup de boulot quand même, un bouquin. Mais qu'on ait une vraie méthode de génération de ces hypothèses, et puis après de savoir comment on peut les traiter, comment on peut machin, etc. Ça après, c'est le boulot d'instituts comme les vôtres. Il y a en plus aujourd'hui plein d'offres en ligne aussi qui permettent de faire des études moins chères. Vous-même, dans vos entreprises, vous avez de la data, on est tous d'accord, vous avez aussi des solutions de BI. Donc, on va dire, aller manipuler la data, c'est pas dur. Ce qui est dur, c'est d'avoir des idées de qu'est-ce qu'on manipule. Exactement. Et j'aimerais vraiment que je sais pas, tu l'as lu ce livre ou pas? Tu m'en as parlé la dernière fois, mais je l'ai pas. Il faut que tu le prennes, encore. Je te l'envoie, et que tu vois comment il est structuré. Avec une belle dédicace. Avec plaisir, et qu'il y a vraiment un truc à faire, et qu'on pourra traduire en anglais, etc. Parce que ça n'existe pas. Super. Bah écoute, c'est super expérience en tout cas ce matin. J'espère aussi pour les auditeurs qui ont assisté à cet échange. Ouais, c'était très riche. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. On n'a pas pu mettre les slides, mais c'est pas grave. Mais surtout, je crois que ça nous a donné envie de réfléchir plus
et de vraiment, ce que je dis avec la petite audience qu'on a, c'est d'aller ne pas chercher à manipuler des données pour manipuler des données, mais avoir des idées et des hypothèses à tester, quoi. Et de l'orienter dans une certaine direction. Voilà. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais parce que les décisions, elles sont ni bonnes ni mauvaises dans l'absolu. Elles sont bonnes par rapport à un objectif que tu t'es fixé. Et donc, la question de l'objectif que l'entreprise se fixe, c'est une question fondamentale. Ouais, vraiment. Ouais, tout à fait. Donc, c'est encore tout un autre pan de. C'est un outil au service d'une réflexion plus éclairée, quoi. Exactement. Au service de quoi on met la donnée. Voilà. C'est ça la question. Merci beaucoup, Philippe. J'ai hâte merci, de prolonger cette conversation dans le cadre d'une réflexion autour du lead et potentiellement, naturellement, si on fait un livre, autour de plusieurs autres webinaires qu'on mettra en place pour partager avec vous l'évolution sur le livre, sur la méthode, etc. Ça marche. Merci beaucoup. Merci, Gabriel. Merci à toutes et à tous. À bientôt à tous. À bientôt.